pendant son intervention, je coupe personnellement mon micro pour ne pas interférer. Merci Pierre-Simon, merci à toutes et à tous de vous être connectés. Donc on est ravis en tant qu'équipe de l'espace éthique de pouvoir faire ce premier café éthique virtuel. Voilà, de base on s'était dit que peut-être on attendrait avant de réorganiser des cafés éthiques en présentiel, mais c'est vrai que finalement voilà, on s'est dit qu'on pouvait tenter l'expérience et donc on est ravis de vous voir connectés ce soir. Merci Eric du coup pour l'organisation. Et donc, du coup, je commence, j'ouvre ce propos un petit peu liminaire donc, du café éthique sur ce thème donc, annoncé par Pierre Simon, donc sur le lien à la personne âgée en temps de crise sanitaire, avec une réflexion potentiellement sur la responsabilité. Et donc, pour débuter en fait ce propos, je voulais vous proposer en fait plusieurs remarques, notamment 4 remarques assez générales et d'autres un peu plus spécifiques à notre contexte actuel, mêlant finalement un questionnement à la fois philosophique et éthique, puisque bah, du coup tel est mon point de vue et mon rôle au sein de l'espace éthique, pour justement faire le lien avec mes collègues qui parleront après moi sur des considérations éthiques au plus près du terrain, et bien évidemment dans le débat ensuite avec vous dans l'échange qu'on pourra avoir. Alors finalement, le sujet de ce soir nous invite déjà à une réflexion d'ordre général sur le rapport que l'on peut avoir au vieillissement, à la personne âgée d'un point de vue général, dans la mesure où finalement la réflexion sur la vieillesse engage différents défis aujourd'hui, en 2020. Différents défis que j'aimerais bien commenter avec vous pour ouvrir cette réflexion sur notre sujet du café éthique. Pourquoi la pensée de la vieillesse représente un défi aujourd'hui? Parce que déjà, très concrètement, et vous le savez probablement mieux que moi, nous sommes quand même dans une société marquée par le vieillissement de la population. De plus en plus de personnes vieillissent plus longtemps, parfois avec plus de pathologies. Et donc, ce fait même engage finalement la nécessité d'une réflexion. Si bien que l'un des premiers défis, c'est un défi de société, un défi sociétal. Comment finalement pouvons-nous envisager la société dans laquelle nous sommes avec cette donnée justement sur le vieillissement de la population, avec ce rapport nouveau finalement qui doit s'établir. L'une des phrases qui avait marqué les États généraux de la bioéthique en 2018, donc il y a 2 ans, presque 3 maintenant, c'était « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Et donc, d'emblée, je vous pose cette question-là par rapport au sujet qui est celui qui est le nôtre ce soir. Quel monde voulons-nous pour demain, dès lors que l'on pense, philosophiquement, éthiquement, médicalement, etc., le rapport aux personnes âgées? Donc ça, c'est un premier défi, je pense. Le deuxième défi est de nature, alors cette fois peut-être plus concrète, économique et organisationnelle, je dirais. Précisément parce que ce vieillissement de la population engage de devoir penser comment la société va s'organiser de ce point de vue-là pour pouvoir accueillir au mieux les personnes âgées. Et donc ça peut être un questionnement que l'on peut avoir sur comment les domiciles peuvent être équipés au mieux pour accueillir le plus longtemps possible les personnes chez elles, comment on pense le financement des EHPAD, de l'ouverture d'unités de soins palliatifs par exemple, des longs séjours, enfin tout un tas de questions finalement qui demandent à ce qu'on s'y penche, qui demandent à ce qu'on réfléchisse à tout ça. Un troisième défi que l'on peut peut-être identifier, cette fois peut-être plus général, c'est un défi finalement humain. Car finalement, penser le vieillissement, c'est penser en quelque sorte la vulnérabilité. Et quand je dis vulnérabilité, ça n'est en rien quelque chose de péjoratif, bien évidemment, parce que chaque être humain est vulnérable, c'est la condition même de l'humanité. Mais finalement, quand on vieillit, on l'est peut-être un peu plus ou différemment. D'ailleurs, c'est Montaigne, le philosophe Montaigne, qui disait que voilà, le vieillissement implique un changement du rapport au corps et un changement du rapport au temps. Et finalement, ce changement-là implique une vulnérabilité. Et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à ce rapport qu'on peut avoir au vieillissement pour réfléchir au rapport que l'on a à la vulnérabilité dans notre société aujourd'hui. Et ça, c'est un questionnement général, je pense, que l'on doit mener tout le temps et que l'on doit peut-être mener un peu plus aujourd'hui avec le contexte que l'on connaît. Et enfin, finalement, une autre réflexion, un autre défi probablement, ou en tout cas un autre enjeu à penser la vieillesse, tout simplement, dans notre société, c'est de réfléchir un petit peu aux représentations que nous pouvons avoir au sein de notre société autour de la vieillesse.
À partir de quand est-on vieux? Aux yeux de la société, aux yeux des institutions, aux yeux du monde du travail? Est-ce que, voilà, finalement, être vieux objectivement, mais je ne sais pas ce que ça serait, et se sentir vieux, c'est la même chose? Comment, finalement, perçoit-on la vieillesse aujourd'hui? Sachant que, il y a probablement un regard relatif à avoir sur ça, un regard culturel qui est assez intéressant. En tout cas, je pense que la question doit pouvoir se poser ici. Alors, ce qui engage ma deuxième remarque. Finalement, le sujet de ce soir peut impliquer une réflexion sur quelque chose, alors qui est un sujet éthique par excellence, qui est le sujet de la relation. Comme vous l'avez perçu dans le titre que vous avez vu sur la fiche du café éthique, on voulait réfléchir au lien à la personne âgée. Donc finalement, une des façons de réfléchir au lien, c'est de réfléchir à la relation à la personne âgée. Cette relation que l'on peut penser soit d'un point de vue général, comment permettre le relationnel aux personnes âgées, et d'une façon un peu plus spécifique en parlant de la relation de soins. Il y a deux aspects que l'on peut questionner ce soir. Alors c'est vrai que cette question de la relation à la personne âgée, elle est très intéressante à questionner parce que finalement, on sait que d'un point de vue général, on évoque souvent cette question de l'isolement des plus anciens. Et ça, d'un point de vue général, pas forcément qu'en ce moment. Et donc, du coup, je pense que c'est une question éthique à part entière de savoir comment on développe finalement ces conditions de possibilité pour que le lien puisse perdurer, que ce soit au travers finalement du soin, des parcours de santé, des réseaux de santé, ça vous sera évoqué par la suite, que ce soit à domicile, en EHPAD, à l'hôpital. Finalement, ça vaut le coup de se poser cette question-là. Et la relation de soins en tant que telle, évidemment, quand on est dans un café éthique, c'est quelque chose que l'on interroge, précisément parce que la relation de soins, je le pense, fait partie intégrante du soin que l'on peut proposer à la personne, et à la personne âgée plus particulièrement. C'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose qui est inhérent au soin lui-même, parce que finalement la personne ne se réduit pas à sa pathologie, parce que la personne ne se réduit pas à sa fatigue ou à ses douleurs ou à ce qui ne va pas à un moment donné, parce que justement pour faire du soin, il faut savoir qui on soigne. Et donc là, ça implique finalement toute une réflexion sur la relation de soin. Ce qui implique une troisième remarque, pour que je ne sois pas trop longue aussi. Et Pierre-Simon, n'hésitez pas à me couper si je vais trop loin dans le temps. Ma troisième remarque, finalement, cette fois... Pardon? Pas de problème, non, vas-y. Super. Donc, ce qui implique ma troisième remarque, qui est plus spécifique, et donc qui rejoint cette fois le contexte tel qu'on peut le vivre aujourd'hui, qui est celui d'une crise sanitaire, avec des règles qui sont imposées depuis maintenant plusieurs mois, et finalement qui est très intéressant d'un point de vue éthique et philosophique pour questionner justement le lien que l'on peut avoir aux personnes âgées. Et finalement, si cette situation elle est intéressante d'un point de vue éthique, c'est qu'elle donne lieu à différents dilemmes dans la façon dont on peut accompagner, prendre en charge et prendre soin des personnes âgées. Alors, je vous le rappelle, même si je pense que vous êtes tout à fait au clair avec cette notion de dilemme, quand on parle de dilemme, on n'est pas simplement sur un simple choix qui ne serait pas difficile à faire, on est sur quelque chose qui justement pose de la complexité. Quand on est face à un dilemme, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne sait pas quelle option choisir parce que finalement, on voudrait bien toutes les choisir, les options qui s'offrent à nous. Sauf que le dilemme nous invite à choisir tout de même. Et dans le cadre de cette crise sanitaire, et particulièrement par rapport à cette pensée du lien qu'on peut avoir aux personnes âgées, il y a différents dilemmes que l'on connaît tous parce qu'on les pense, on les lit, on essaye de les régler, mais ils existent en tant que tels. L'un des premiers que l'on peut mentionner, c'est le dilemme finalement entre la volonté de prendre soin des personnes âgées en les protégeant d'une potentielle contamination à ce virus-là, donc en réduisant par exemple les interactions sociales, en réduisant les visites dans les EHPAD, en réduisant beaucoup de choses en fait finalement, et le dilemme entre un soin qui justement, pour être bénéfique et bienfaisant, veut s'appuyer justement sur toutes ces interactions et sur toutes ces relations. Qu'est-ce qu'on va favoriser? Est-ce qu'on va favoriser la protection du sujet âgé ou est-ce qu'on va se dire que peut-être le soin avec ses relations, avec le toucher, la présence, la proximité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas altérer? C'est une question qu'on voit en EHPAD, qu'on voit à l'hôpital, et c'est un vrai dilemme. Et un des autres dilemmes qu'on peut identifier, alors que l'on vit tous finalement, chacun en tant que citoyen, c'est le dilemme entre la sécurité et finalement la liberté.
Puisque finalement, au nom de la sécurité, au nom de cette volonté de réduire la propagation d'un virus qui est nuisible, eh bien, on va limiter la liberté de l'autre. Mais du coup, ça pose beaucoup de questions. Et finalement, cette question-là qu'on se pose tous et toutes à titre individuel, on peut la poser aussi pour les personnes âgées qui sont dans des EHPAD, par exemple, où finalement le choix qui peut être le leur à un moment donné, eh bien, de voir leurs proches, d'aller où bon leur semble dans l'EHPAD, de sortir à Noël, par exemple, eh bien, n'est pas simplement que leur choix, mais dépend de règles politiques, institutionnelles. Et donc là, une fois encore, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire? Comment prendre soin au mieux des personnes et des personnes âgées notamment? Et là, la réponse, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce qu'il y a des risques, parce qu'il faut peser en fait le pour et le contre. Et finalement, alors j'ai le bon rôle, hein. Je vais poser la question. En tant que philosophe, on fait beaucoup ça, mais du coup, c'est un dilemme à part entière sur lequel nous sommes beaucoup sollicités à l'espace éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour finir et pour laisser la parole finalement à mes collègues sur ce même sujet, du coup, l'une des autres parties du thème de ce soir était sur la question de la responsabilité. Finalement, ce qu'on va pouvoir interroger ensemble ce soir, c'est la responsabilité que l'on peut avoir dans toute cette situation, ce contexte de crise sanitaire, comment on peut essayer de l'évaluer. Je vous le rappelle, hein, la responsabilité, si on reprend assez simplement l'étymologie, c'est la possibilité de pouvoir répondre de ses actes. Autrement dit, essayer de voir quelles peuvent être les conséquences de notre action. Donc l'une des questions que l'on peut se poser, quelles sont les conséquences des règles que l'on instaure aujourd'hui dans la société, dans le monde de la santé, dans le monde du médico-social, dans la démocratie? Quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences pour demain? Et ça, c'est une question très intéressante parce que finalement, on se pose beaucoup, voilà, cette question de savoir comment évaluer les conséquences et du coup, la réponse n'est pas simple parce que nous sommes dans un contexte marqué par l'incertitude. Et évaluer les conséquences de ce que l'on choisit aujourd'hui pour un avenir qui est incertain, c'est pas une mince affaire. Et je finirai finalement sur sur la mention d'un philosophe qui s'est beaucoup questionné sur la responsabilité, enfin d'un penseur plutôt, Max Weber, qui distingue l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la conviction, finalement, c'est agir en fonction de règles, de maximes, d'idées qui nous semblent être les bonnes. Là où l'éthique de la responsabilité, c'est une action qui va davantage porter le regard sur les conséquences de ce que l'on va choisir à un moment donné. Donc finalement, selon l'éthique de la responsabilité, comment, et je finirai sur cette question, pouvons-nous trouver le bon point d'équilibre dans ce qu'il faut faire, et notamment auprès de nos personnes âgées, qu'elles soient en institution ou pas, et comment trouver ce bon point d'équilibre dans un contexte marqué par une forte incertitude, comme je vous le disais juste avant. Voilà ce que je voulais dire pour ouvrir un petit peu cette soirée. Merci beaucoup, Élodie. C'est très intéressant. Fabienne, c'est toi qui enchaînes? Ton micro, Fabienne. Merci Pierre-Simon, bonjour à tous. Je vais enchaîner avec une posture un peu complémentaire de ce qu'Élodie a évoqué. Peut-être reparler de ce titre ce soir, penser le lien de la personne âgée en temps de crise sanitaire. Pour moi, j'avais besoin, Élodie l'a évoqué, on voit qu'on a un peu l'habitude de travailler ensemble sur la question d'effectivement, nous pourrions commencer par parler de la confusion des âges. En fait, à quel âge finit la jeunesse? Quand commence la vieillesse? Et en fait, pour en arriver à un constat de dire les évolutions multiples des parcours de vie doivent être absolument regardées de façon singulière. À titre informatif, je suis tombée sur une étude du groupe Prévoir qui s'intitulait Les Français et le bien vieillir. Il faisait un sondage réalisé par l'IFOP à l'époque et qui demandait aux citoyens, selon vous, à partir de quel âge devient-on vieux? À cette question, les Français répondent 69 ans, avec une moyenne arithmétique qui couvre l'ensemble des questionnaires. Mais la réponse, elle est un petit peu différente en fonction de l'âge du répondant. Mais ça, vous vous en doutez un petit peu. Quand on a 25 ans, on trouve que la vieillesse, c'est 61 ans. Quand on en a 65, on pense que c'est 77 ans. Et quand on en a 65, on pense que c'est 77 ans, mais 8% d'entre eux pensent que c'est 80 ans.
voit que globalement, cette notion de l'âge tient compte de l'âge du répondant, mais aussi de la personne qui va évoquer la notion d'âge. Un autre élément intéressant, c'est des données plutôt d'ordre social, hein, dans les catégories populaires, chez les ouvriers, notamment 65 ans apparaît comme un âge où on peut être déterminé comme une personne âgée. Et les faibles revenus, c'est 66 ans. On pourrait aller un petit peu plus loin dans les cadres supérieurs, c'est 70 ans. Et chez les personnes ayant des revenus hauts, c'est 72 ans. Donc, je vais essayer de vous faire toucher du doigt ce jour-là, c'est de se dire que de qui parle-t-on quand on parle de personnes âgées? Au nom de qui? Alors, Fabienne Doiret qui a un certain âge, Élodie Lemoine qui en a un autre, etc. Comment est-ce qu'on, dans ce prisme-là, on évoque la question de l'âge? Donc, une fois qu'on a posé cette question, effectivement, on n'a pas répondu grandement à notre interrogation du jour, mais simplement pour dire qu'effectivement, ce qui est important, et tout le monde le sait, c'est de corréler effectivement la question de l'âge avec le parcours de vie de la personne et son parcours de santé. Et effectivement, on voit bien que les déterminants seront variants en fonction des situations. Aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons et les mesures de confinement qui ont été décidées, à domicile comme en établissement, ont exacerbé de façon importante et de manière considérable l'urgence de répondre au défi de l'isolement. On le voit très nettement dans nos activités dans les réseaux de santé, sur la précarité et l'isolement que l'on voit qui s'est majoré dans cette crise-là. Je prendrai pour parti aujourd'hui de ne parler uniquement de la personne âgée à domicile. Bien évidemment, je n'ignore pas les difficultés qui sont rencontrées dans les établissements d'hébergement, mais il faut bien partir d'un point de vue et au moins essayer de le faire avancer pour cette soirée-là. Les problématiques éthiques dans les établissements d'hébergement sont colossaux. Ils ont été évoqués, beaucoup déclinés, étudiés lors de consultations éthiques. Et je trouve que, s'agissant de la personne âgée à domicile, on a peut-être des éléments à travailler de façon un petit peu plus précise. De quoi il s'agit lorsqu'on parle de la personne à domicile? On va parler de l'isolement, de la précarité, de la vulnérabilité, qui sont des qualificatifs qui sont vraiment en accompagnement de la personne dite âgée ou en perte d'autonomie ou ne pouvant pas assurer seule l'ensemble de ces gestes de la vie quotidienne. On voit qu'on arrive à critérier un peu plus sur la question de qui est cette personne dont on parle. Est-ce qu'on arrive à la cerner un peu plus? Voilà. Alors, dans les réseaux de santé, on est acteur des parcours de ces personnes âgées et avec tous les autres professionnels qui œuvrent à ce maintien à domicile. Je rappelle que je parle de cet aspect-là, de ce maintien ou du retour suite à une hospitalisation. Et nous devons faire en sorte que cette crise sanitaire, aujourd'hui, elle ne majeure pas les difficultés qui s'expriment déjà habituellement en dehors de l'épidémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'isolement qui est majoré par le confinement, mais auparavant, on peut le dire, Marc Weissman le confirmera, les personnes âgées, certaines personnes âgées sont en difficulté, sont isolées à l'intérieur même d'une société qui se dit évoluer et au regard des contraintes dans lesquelles elles vivent. Alors, quelles sont les difficultés pour qu'on puisse un peu mieux cerner de quoi on parle, qu'on rencontre au domicile quand on est amené à accompagner un parcours? On peut parler de personnes seules, mais aussi on peut parler de personnes qui est accompagnée par une personne en difficulté. C'est aussi cette nuance-là. L'isolement n'est pas qu'un isolement avec un être unique seul dans un domicile. L'isolement peut être aussi face à une personne accompagnée avec une personne vulnérable avec elle à domicile, ou bien avec un aidant en difficulté, et que cet isolement n'est pas forcément un regard porté uniquement sur un être unique seul, abandonné. Trouver une explication à ce que peut-être effectivement cette personne, on pourrait dire que ce sont des personnes dont l'autonomie est limitée, qui peuvent avoir des troubles du comportement, avec effectivement
des difficultés de tous ordres dans les troubles du comportement. On va de conduite inadaptée ou aberrante à effectivement des attitudes ou des ruptures de comportement avec ce qui se passait antérieurement, etc. On pourrait aller dans tous les champs pour trouver une réponse à ce que sont les troubles du comportement et qui peuvent avoir effectivement des retentissements sur la vie quotidienne. Mais on va parler aussi de logement inapproprié, insalubre. C'est aussi une réalité du lien qu'on peut faire avec la question de l'isolement, de la rupture d'accès aux soins avec l'absence de suivi médical, mais aussi l'absence tout court d'accès aux droits sociaux ou une insuffisance de droits. Enfin, on pourrait faire une liste malheureusement à l'après-Vert où évidemment, il y a des facteurs qui vont être concordants et qui vont soit s'imbriquer les uns aux autres, soit s'accumuler après multiples interventions. Alors, si l'accompagnement aujourd'hui de ces personnes il est orchestré par des structures de coordination dans laquelle certains d'entre nous travaillons, avec des professionnels du domicile, avec des partenaires qui travaillent à cette organisation du maintien ou du retour de la personne âgée à domicile, les médecins généralistes, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, enfin on a à foison des catégories professionnelles qui peuvent donner des formes de réponse. La réponse, elle ne peut être complète si elle ne tient pas compte des autres besoins qui ne seraient pas physiologiques. C'est-à-dire qu'il y a une nature qui est effectivement à regarder au travers d'autre chose que des supplémentations techniques, si on peut le dire comme ça, même si les supports technologiques sont importants, les moyens humains d'assurer le lien, les contacts téléphoniques, la téléassistance, l'intervention de bénévoles au domicile sont prioritaires. Il va falloir porter un regard particulier sur cet autre qui est effectivement une notion que nous connaissons bien, qui est l'accompagnement des aînés, mais l'accompagnement fait par des professionnels et fait par des humains qui sont des professionnels de surcroît, et relever effectivement ce défi qui est de l'adaptation à la singularité et à la dignité de la personne en essayant de respecter à chaque fois ses choix de vie dans le contexte de cette crise sanitaire. On a vu apparaître des demandes ou des sollicitations de patients isolés dans le cadre de la pandémie qui ont pu effectivement nous esseler. L'isolement, effectivement, devenant un facteur majeur de l'aggravation des problématiques sanitaires et sociales, on le sait, mais ça, on va dire, c'est un corollaire presque habituel en dehors même d'une période de pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire pour ça? Il va falloir aider à la mise en œuvre des solidarités. Ça, c'est quelque chose un peu de complémentaire qu'on pourrait dire. On a parlé du professionnalisme, on a parlé des bénévoles, mais on pourrait dire aussi que socialement, sociétalement, dans notre réflexion éthique, mettre en œuvre des solidarités, celles de l'entourage, des voisins, des amis, de la famille, des bénévoles, trouver des dispositions ou être force de proposition pour chercher des collaborations nouvelles, soutenir des liens. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont à prendre en compte et qui sont peut-être de l'ordre du politique, mais en tout cas aujourd'hui, un café éthique est là aussi pour poser des questions qui vont aller travailler un peu la question du politique. La notion de responsabilité, Elodie en a parlé tout à l'heure, la responsabilité de chacun, des professionnels du soin, ceux de l'accompagnement, des associations, des acteurs économiques et sociaux, des pouvoirs politiques et des collectivités locales. Enfin, pour terminer et pour apporter la discussion en revenant sur une boucle un peu plus éthique, des valeurs portées par ces problématiques-là réémergent. L'altruisme, la solidarité, la fraternité, la sollicitude et la bienveillance sont des valeurs qui sont à valoriser lors d'actions concrètes au quotidien dans l'intervention des professionnels auprès des familles, auprès des aidants, auprès des bénévoles, auprès des citoyens. Globalement, on voit bien que cette boucle, elle est très importante et elle ne se réduit pas uniquement aux seules personnes à prendre en compte. Alors, je dirais que pour conclure, fort des apprentissages de ces 2 confinements que nous venons de vivre et de l'impact de ceux-ci sur nos aînés, il est urgent d'exercer un examen, on va dire, introspectif d'instituer des modes d'exercice professionnel nouveaux, supplémentaires,
complémentaire avec des soutiens aux aidants, des organisations citoyennes innovantes, des politiques de santé en adéquation avec des besoins des populations vulnérables que sont les personnes vieillissantes. En somme, on pourrait presque se dire un nouveau projet de société, puisque c'est vraiment un questionnement qu'on doit avoir par rapport à cet aspect-là. Mais c'est de se dire effectivement quelle société aujourd'hui voulons-nous. Élodie l'a évoqué tout à l'heure. Enfin, pour terminer, je vous livrerai une citation que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps et je vous la livre en tant que telle. Il y a des gestes barrières pour endiguer les propagations de virus. Il y a des gestes bienveillants pour amplifier la propagation de la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne. C'était une belle citation de fin de ton intervention. Marc, je te passe la parole. Merci Percine. Je vais commencer. Mon intervention, je vais essayer de vous raconter ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu vivre sur Grenoble et particulièrement sur les EHPAD et dans une sorte de réunion régulière qu'il y avait sur la prise en charge de la personne âgée sur ce territoire et aussi donc sur la gestion de la crise, comme on disait. Et aussi sur du travail qui a été fait avec la municipalité de Grenoble et le CCAS de Grenoble, toujours sur comment agir, notamment auprès de la personne âgée pendant la crise. Je crois qu'il faut vraiment se dire que finalement, cette notion de crise a vraiment percuté nos manières de travailler. J'ai vraiment vu des soignants, et ça c'est intéressant, qui étaient perdus en EHPAD notamment, dans leur relation à leur personne âgée, dans le sens de leur travail, tellement ils étaient confrontés à la violence du confinement et à des actions qui dépassaient souvent leur volonté et ce pourquoi ils avaient fait ce travail. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des situations où, avec la pression du risque lié à la transmission de la maladie, on arrivait à avoir des attitudes et des comportements qui étaient des comportements très fortement privatifs de liberté, et surtout des comportements que l'on mettait en place sans interroger la personne. On s'est vraiment souvent retrouvé dans des situations où on se disait mais a-t-on interrogé la personne âgée par rapport à une décision qui a été prise sur on arrête les repas en collectif, ou on supprime toutes les activités collectives, ou on bloque les fenêtres pour pas qu'on puisse les ouvrir, ou on bloque les portes pour pas que des gens puissent sortir et aller parler, ou on autorise, très intéressant la notion d'autoriser, on autorise à des personnes de rencontrer leur famille. Vraiment, je veux qu'on réfléchisse sur ce mot. On autorise des personnes à rencontrer leur famille dans des circonstances où on imaginait qu'on pourrait mettre un soignant d'un côté du grillage avec la famille, 1 mètre de distance par rapport au grillage, de nouveau 1 mètre après le grillage pour mettre la personne âgée avec un soignant, et ainsi créer ce qu'on appelle une relation, parce qu'il paraît que c'était une manière de rentrer en relation et d'être en relation avec sa famille. Collectivement, par la peur, on a mis en place des procédures que si on recherche un peu historiquement, et avec mon nom Westman, je peux vous dire que ces procédures elles m'ont rappelé des histoires de famille assez concentrationnelles, avec des notions de grillage, d'empêcher le contact. On a été très très loin, et à chaque fois, le discours était « mais c'est pour le bien ». C'est pour le bien, c'est pour sauver la vie. Ce qui faisait que j'ai l'impression qu'on avait une approche purement, souvent, quantitative de la vie de la personne âgée. C'est que notre réussite collective en tant que soignant
était finalement souvent quand on avait prolongé la vie. Et moi, j'ai eu le sentiment que la crise souvent attaquait fortement tous les progrès qui avaient été faits sur ces dernières années sur la qualité de vie, une approche qualitative de la vie, y compris de la vie de la personne âgée en établissement. Et une chose, dans une réunion il y a peu de temps, où justement il y avait des résidents d'un EHPAD, il y a un monsieur qui a pris la parole et qui disait, mais pour moi, la crise sanitaire, c'est la destruction du lien que nous avions tissé entre nous au sein de l'EHPAD. La destruction du lien. Destruction du lien avec, dans un EHPAD où il y a eu 25% des résidents qui sont décédés. C'est-à-dire qu'à la fois, on a détruit la qualité et à la fois, on n'a pas réussi à maintenir la quantité, j'ai envie de dire, de vie. Donc je trouve que ça nous interroge beaucoup sur comment on agit quand on a peur de mal faire. Comment on agit quand on est obnubilé par une seule question, c'est que le virus ne rentre pas dans notre établissement. Moi, j'ai vu dernièrement sur les repas de Noël, par exemple. On en a eu des grandes discussions avec des EHPAD sur est-ce qu'on, encore une fois, on autorise les gens à sortir pour aller passer Noël en famille. C'est quand même des questions qui ne serait-ce que se poser la question, encore une fois, je ne suis pas en train de dire on fait n'importe quoi, mais poser cette question, c'est quand même dur, moi je trouve, dur parfois. Eh bien, des directeurs nous disaient, mais notamment un directeur disait, voilà, dans notre EHPAD, le virus n'est pas rentré. Le virus n'est pas rentré, donc aucun décès, aucun malade. Je vous rappelle que on ne peut avoir un virus sans être malade, ça on a parfois un peu oublié aussi, mais aucun malade. Eh bien, mon équipe n'est pas prête à prendre le risque que le virus rentre. Et si jamais des gens sortent à Noël et que ça se passe mal, moi je ne peux plus garantir la tranquillité de l'établissement, la garantie du travail, la continuité du service. Et donc, on arrive, quand on est gouverné par cette peur, à être à l'opposé du projet de l'établissement, qui est du maintien de l'autonomie, qui est le maintien du lien social, qui est le maintien du lien familial, malgré l'hébergement collectif. Et donc moi, cette crise m'a... Alors oui, tout ça, c'est sur la bonne volonté. Fabienne l'a très bien dit, je crois que ça a renforcé l'envie de bien faire, tout en nous renvoyant nos difficultés à bien faire et nos tentations à faire seul, enfin en tout cas à décider seul. Je crois que ça, les soignants ont beaucoup cette tentation-là. Et que la crise nous enseigne à ça, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre de la distance, et on ne sait peut-être pas collectivement assez prendre de la distance en période de crise. Je crois que c'est vraiment un enseignement que j'ai, c'est que ça, même si dans la deuxième épidémie, on a fait mieux collectivement, je pense, dans la première, moi j'ai senti ça très fort, cette difficulté à prendre de la distance ensemble. Voilà, donc là, attention à ce que la crise sanitaire ne nous fasse pas construire des relations basées sur la peur. Je crois que c'est important, ça. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous les trois pour vos interventions qui étaient très complémentaires. Élodie du point de vue philosophique. Fabienne a beaucoup insisté sur les personnes à domicile et Marc sur les personnes en institution et en EHPAD plus particulièrement.